Bonjour les amis, nous continuons notre cours de psychologie, aujourd'hui avec le chapitre sur le langage. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il va faire, il va crier. Il crie pour exprimer l'inconfort dans lequel il se retrouve. D'où il vient, le milieu était très confortable. Température constante dans le sein de la mère, nourriture par des cordons ombilicaux, liquide amniotique pour amortir les chocs. C'était un milieu confortable. Mais dès qu'il vient maintenant dans notre monde, à nous ici sur Terre, eh bien là, il se retrouve dans un milieu où la température peut varier. Il se retrouve dans un milieu où on peut le faire tomber. Il se retrouve dans un milieu où il va avoir faim. Tout ça va provoquer chez lui des sensations désagréables qu'il va exprimer à sa manière. Il va crier. Et quand il crie, la maman peut dire « c'est l'heure de lui donner le sein ». Quand il crie, la mère peut dire « c'est l'heure de changer ses langes ». C'est comme ça que le langage va naître. Ce premier langage dont je parle, c'est un langage universel. C'est un langage que tout le monde peut comprendre. Qu'il s'agisse d'un enfant congolais, d'un enfant européen, d'un enfant chinois, ils vont exprimer l'inconfort dans lequel ils se retrouvent de la même manière. Et tout le monde autour peut comprendre. C'est le langage que nous appelons langage naturel. Le langage naturel, il est différent de notre langage que nous allons appeler langage conceptuel. Mais retenez d'abord qu'au niveau de ce langage qui est naturel, l'enfant s'exprime par des cris et des gestes. En même temps qu'il crie, il va frissonner, par exemple. Ou alors, en même temps, il va lever la main, etc. Donc, il va utiliser et les cris et les gestes. Le langage est fait du cri et du geste. La preuve est que même quand on devient adulte, quand on s'exprime, il y a des gens qui ont l'habitude de parler en gesticulant. Toi, viens ici. Je te l'avais dit, hein, mais tu ne comprends jamais rien, tu vois. Je parle, en même temps, je fais des gestes. Alors, avec le temps, l'enfant passera donc de ce langage à un autre langage que nous allons appeler le langage conventionnel ou le langage conceptuel. Le langage conventionnel ou conceptuel, c'est le langage qui exprime la pensée. C'est le langage qui exprime les idées. Ça va venir plus tard. Nous retenons donc comme premier point, naissance du langage. Eh bien, geste écrit pour exprimer l'inconfort. La maman va réagir et l'enfant qui au début exprimait juste ce qu'il ressentait de manière naturelle va se rendre compte que quand il crie, maman vient. Maman donne le sein. L'enfant va donc comprendre que tiens, son cri a un effet. Alors il viendra un moment où il va crier pour faire venir la mère. À ce moment-là, les gestes et les cris qui avant étaient tout à fait naturels, il y a un moment où maintenant c'est fait de manière intentionnelle. On crie pour que maman arrive. À ce moment-là, les pleurs, les cris sont devenus un langage. Alors comment est-ce que ce langage va évoluer? Premier stade, c'est ce que nous avons appelé le geste et le cri. Avec le temps, le cri va prédominer sur le geste. C'est pour ça que le langage oral prédomine le langage gestuel. Deuxième période, période de la phonation. La période de la phonation, l'enfant va commencer à émettre des sons. La, ta, ta, ta. Soit des sons qu'il entend, soit des sons qu'il fabrique lui-même. Il va les répéter à longueur de journée. La, lation. Et puis il va même les combiner. On appelle ça babillage. Et ça, c'est entre 4 et 10 mois. L'enfant est dans la période de babillage. Il commence par la lation, répétition des sons. Et puis il va les combiner, fabriquer un langage à lui, et bien faire le babillage. C'est ça qu'on appelle le pseudo-langage. Pseudo-langage, ça veut dire que ce n'est pas encore cohérent. Il fait des gestes et des cris. Il se fabrique un langage à lui. Je ne veux pas dire qu'il comprend lui tout seul, mais il est en train de le faire. Mais pendant qu'il le fait, entre 4 et 10 mois, ce n'est pas inutile. Il exerce aussi ses cordes vocales. Entre 10 et 12 mois, c'est la période de ce que nous appelons le mot phrase. Vous allez voir, l'enfant va commencer à répéter. Il est capable de prononcer un mot. Ça peut être papa, ça peut être maman. Mais pourquoi est-ce que nous appelons ce mot mot-phrase? Nous appelons ce mot mot-phrase parce que ce mot-là exprime beaucoup de choses. C'est comme un langage magique. Le seul mot-là, il peut exprimer beaucoup de choses.
Imaginez qu'un enfant qui ne sait pas encore parler, il est au début, il voit venir papa, maman. Mais quand il dit papa, maman, ça peut vouloir dire papa est là, je suis content. Quand il dit papa, ça peut vouloir dire au secours, je suis dans l'inconfort. Quand il dit papa, ça veut dire il évoque papa. Donc le même mot là peut signifier beaucoup de choses. Et parfois la mère peut interpréter. Elle va dire non, 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 allez un peu voir. La manière dont il a dit ça, la manière dont il a crié, peut-être qu'il est en danger. Et la maman est capable d'interpréter juste le ton du mot, alors que c'est le même mot. L'enfant constate que chaque chose a un nom. Et chaque mot exprime quelque chose. Et il va commencer donc à prononcer aussi des mots qu'il a entendus. Ces mots signifient beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on l'appelle mot-phrase. À partir des 18 mois, c'est le développement du vocabulaire. Grâce à la curiosité, grâce au questionnement, il va petit à petit apprendre les noms des choses et le vocabulaire va s'enrichir petit à petit. Il veut connaître alors le nom de chaque chose. Alors comme il veut connaître le nom de chaque chose, il va répéter ce qu'il entend et son vocabulaire va s'enrichir de plus en plus. Mais quels sont les facteurs qui permettent à l'enfant d'enrichir son vocabulaire? Il y a d'abord le sexe. On a constaté que du point de vue verbal, les filles, du point de vue du langage, sont plus en avance que les garçons. L'intelligence, vous avez un quotient intellectuel élevé, eh bien, on va apprendre plus vite que les autres. Il y a aussi le milieu social. Si l'enfant est dans un milieu où il est stimulé, ça va aller. Dans un milieu où on lui parle, ça va aller. N'oubliez pas que le langage c'est fait aussi par imitation. L'enfant répète ce qu'il a entendu. S'il n'entend rien, il risque de ne pas parler. S'il n'entend que les chiens qui aboient tout le temps à longueur de journée, les chiens aboient, il va aboyer aussi. Donc le langage dépend du milieu social, de la stimulation, du fait qu'on lui parle. C'est pour cette raison-là que vous allez constater que parfois le premier enfant, il va parler avec un peu de retard, mais celui qui vient, le deuxième et le troisième, ils parlent plus vite. Pourquoi ils vont parler plus vite? Parce que le premier qui arrive, dans la maison, il y a papa et maman, il n'y a que lui. Alors, le langage adulte et lui, il y a un écart. Mais quand son petit frère à lui va venir, eh bien, ils vont parler entre eux. Des choses que vous, les adultes, vous ne comprenez même pas. Mais eux, ils parlent. Et vous pensez que, oui, ils s'amusent, mais en même temps, ça va vite pour celui qui vient après parce qu'il y a quand même quelqu'un au-dessus de lui qui parle un peu comme lui. Et tout ça, c'est de l'exercice. Hein. Quelles sont les fonctions du langage? Le langage exprime la pensée. Mais laissez-moi vous dire que la pensée déborde le langage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bon, j'ai une pensée, j'ai une idée, j'ai quelque chose dans ma tête que j'ai envie d'exprimer. Je me sers du langage pour sortir la pensée. Mais souvent, la pensée est plus riche que le langage. Le langage est pauvre par rapport à la pensée. C'est ainsi que quand vous parlez avec quelqu'un, il vous est déjà arrivé de dire « Je ne sais pas si vous me comprenez, je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens. » Donc vous ressentez quelque chose, mais vous n'avez pas de mots pour le dire. C'est-à-dire vous ressentez tellement de choses que les mots deviennent insuffisants. C'est pour ça qu'on dit que la pensée déborde le langage. Le langage est pauvre. Le langage nous permet d'exprimer la pensée, mais la pensée est tellement riche, elle est tellement abondante que parfois les mots peuvent manquer. Le langage et la pensée sont étroitement liés. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait pas de langage. Chaque individu a son style, il a sa manière de s'exprimer. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le style est l'image de la pensée. Le style est l'image de la pensée qu'il crée. Deuxième fonction, c'est que le langage influence notre pensée. C'est ainsi que certains individus, pour penser, doivent parler à haute voix. Les langages peuvent exprimer notre pensée. Vous êtes seul sur la route, vous êtes en train de penser. Mais vous allez vous taire parce que ça se passe dans la tête. Et vous avez déjà vu des gens qui, en même temps qu'ils pensent, ils doivent parler. Donc son langage, le langage soutient la pensée. Troisième fonction, le langage permet de faire l'abstraction. C'est par le langage que nous allons quitter le concret pour aller vers l'abstraction, pour aller vers le monde des idées. C'est grâce au langage. Et du point de vue pathologique, sur le plan pathologique, nous parlons de ce qu'on appelle les aphasiques. Certains enfants, par suite d'une lésion au cerveau, vont connaître un trouble de langage qu'on appelle aphasie. Et l'aphasie peut prendre plusieurs formes. Première forme, c'est trouble de la fonction d'expression
On a la pensée, mais pour exprimer, on ne sait pas le dire. Alors, ça s'appelle aphasie. Ou alors, c'est un trouble de la fonction de compréhension. On dit quelque chose, vous comprenez de travers. Ça s'appelle agnosie. Ou alors, perte totale ou partielle de la fonction du langage. On appelle ça surdité verbale. Ou alors, perte totale ou partielle du langage écrit. On appelle ça cécité verbale. Donc, nous retenons cécité verbale, surdité verbale, agnosie, aphasie. Le langage peut avoir des aspects pathologiques. Si vous avez un enfant qui a des difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, eh bien, ça s'appelle l'agnosie. Si c'est lui qui a des difficultés à s'exprimer, ça peut s'appeler aphasie. Conclusion pédagogique, l'enfant, pour maîtriser le langage, a besoin de modèles, des professeurs, des enseignants qui parlent très bien, des parents qui lui parlent pour lui donner l'occasion de s'exprimer. Vous le corrigez s'il a besoin d'être corrigé. Quand, au fur et à mesure qu'il grandit, on lui montre des livres, il apprend à lire, il regarde pour enrichir son vocabulaire. Donc, c'est très important. Si vous prenez un enfant, vous le mettez dans un milieu isolé, où il va grandir tout seul, vous lui donnez la nourriture, je ne sais pas par quel moyen, eh bien cet enfant ne parlera pas. Et vous posez-vous d'ailleurs la question, pourquoi dans votre langue à vous, l'enfant vous appelle papa, ailleurs on appelle tata, ailleurs on dit tatu, ou ailleurs on dit father. Pourquoi? Parce qu'il est né dans une famille où ça se passe comme ça, donc il va apprendre ça dans sa famille. Voilà ce qu'il faut retenir sur le langage. À la prochaine.